Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La visite d'État du président camerounais Paul Biya au Nigeria a pris fin le 4 mai. À l'issue de cette rencontre, les deux pays ont signé un accord commun dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. En République du Congo, le Conseil supérieur de la liberté de communication a organisé une conférence le 4 mai, l'occasion d'analyser l'état de la liberté de la presse dans le pays et la situation des journalistes. Et puis la première conférence de la Grande Muraille Verte se tient du 3 au 7 mai au Sénégal. La Banque mondiale a pris part à ce projet pour le développement rural de l'Afrique en investissant 6 milliards de dollars. Mais tout d'abord, en Centrafrique, les députés éliront le nouveau président de l'Assemblée nationale ce vendredi 6 mai. Sont dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale des proches de l'ancien président François Bozizé, ainsi que des candidats malheureux à la présidentielle de février 2016, tels que Martin Ziguélé ou encore Anissé Georges Dologuélé. Le président camerounais Paul Biya était en visite d'État au Nigeria du 3 au 4 mai. Lors de cette rencontre, les deux pays ont signé plusieurs accords communs bilatéraux dans différents domaines et notamment dans celui de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Plus de précisions avec Olivier Iré-Dobré. Le Cameroun et le Nigeria s'unissent dans la lutte contre le terrorisme. Le voyage officiel de 2 jours au Nigeria du président camerounais s'est achevé ce mercredi 4 mai 2016. L'un des points cruciaux abordés lors des échanges a été la lutte contre les violences perpétrées dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest par Boko Haram, un ennemi commun qui mobilise les services de défense des deux pays. Nous sommes prêts à travailler avec vous pour mettre en commun l'immense potentiel que nos deux pays possèdent afin de créer des opportunités pour nos populations dans l'intérêt de la sécurité et du développement national de nos pays. Laissez-moi réitérer la volonté de notre gouvernement à mettre fin à ces actes de barbarisme et d'assurer que cette idéologie étrange n'ait plus de place dans notre futur. Nous allons étendre nos responsabilités et rester concentrés. Nous avons besoin de la coopération de tous les citoyens sérieux de nos deux pays, dans la région et sur le continent. Des questions d'ordre économique ont également été au menu des discussions entre le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue Paul Biya, avec en vue la signature d'accords sur la libre circulation des biens et des personnes, le retour des réfugiés, mais aussi la prévention du terrorisme au niveau des frontières communes. Nous avons conscience que la situation sécuritaire est primordiale. Mais nous comprenons également qu'il faut se focaliser sur les défis sur le plan économique pour stabiliser la situation dans les zones affectées par la secte Boko Haram. Je pense qu'il serait judicieux de définir des programmes de développement communs dans nos zones frontalières qui ont été dévastées par Boko Haram, où les déplacés devront être relogés. Je n'ai aucun doute que ce voyage que nous allons entreprendre ensemble mènera au succès. La visite du président Paul Biya au Nigeria fait suite à celle effectuée à Yaoundé en juillet 2015 par le président Muhammadu Buhari. La rencontre entre les deux chefs d'État intervient à quelques jours du sommet des États du bassin du lac Tchad qui se tiendra à Abuja, capitale nigériane, le 14 mai. Dans le reste de l'actualité, le Niger a extradé lundi 2 mai Maktar Diokane, un présumé membre du groupe terroriste Boko Haram. Il avait été arrêté par la police du Niger en novembre 2015 et placé en détention à Niamey avant d'être extradé vers le Sénégal à la demande des autorités. En République du Congo, au lendemain de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, le Conseil supérieur de la liberté de communication a organisé une conférence le mercredi 4 mai, l'occasion de faire un état des lieux des métiers de l'information dans ce pays qui se positionne à la 115e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté pour l'information. Un reportage de notre correspondant Deva Pansou. La liberté de la presse préoccupe les organisations internationales. En République du Congo, les journalistes peuvent exercer leur profession sans être inquiétés. Lors d'un échange organisé ce mercredi 4 mai par le Conseil supérieur de la liberté de communication, les exposants et les journalistes ont affirmé que la liberté de la presse est largement garantie. Le Congo est un pays dont la liberté d'information est garantie. Parce que ici, c'est pas parce que vous avez écrit dans un journal que vous vous retrouvez en prison. Il y a même abus. Parce que il y a certaines atteintes des libertés même individuelles, ce qui est proscrit.
voyez, dans notre code déontologique. Donc il y a trop de liberté qui me pousse à dire qu'il y a un libertinage dans la presse congolaise. Certains professionnels de l'information et de la communication ont dénoncé les injonctions des gouvernements dans les rédactions des médias d'État. Mais nombreux soutiennent que les journalistes congolais, motivés par une peur sans précédent, déforment souvent l'information, ce qui remet en cause leur formation. Pendant la campagne électorale, la dernière présidentielle, le temps d'antenne n'était pas bien reparti. Parce que les journalistes avaient une peur bleue, pensaient qu'il n'y a que le parti au pouvoir qui avait droit à la parole, alors que c'est des médias à capitaux publics, j'ai toujours dit, c'est des médias pas d'État, mais des médias à capitaux publics. Donc ce micro, le micro de la télévision congolaise ou la radio congolaise appartient à tout le peuple congolais. Il y a également dans la profession les gens qui ne sont pas réellement formés pour. Oui, donc qui viennent s'improviser dans le secteur de l'information. Le journaliste congolais a tous les moyens de bien exercer sa profession. Le classement de Reporters sans frontières, qui classe le Congo 115e sur 180 pays, n'est pas reconnu par le Conseil supérieur de la liberté de communication, car les bases de son élaboration sont informelles. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte se tient du 3 au 7 mai à Dakar, au Sénégal. Une vingtaine de pays d'Afrique situés de part et d'autre du Sahara ont pris part à cet événement organisé par l'Union africaine pour le développement rural de l'Afrique. La Banque mondiale s'est engagée à investir 6 milliards de dollars dans ce projet. Plus de détails avec Alioune Guindo. La Banque mondiale ambitionne d'investir 6 milliards de dollars dans la Grande Muraille Verte. À l'occasion de l'ouverture de la première conférence sur cette initiative, la Banque mondiale a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'ambitieux projet. L'initiative de la Grande Muraille Verte entend réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers la restauration des terres dégradées de plusieurs pays africains. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 300 millions d'Africains vivraient sur des terres arides. Le problème de la désertification n'est pas dans tous les domaines du Sahel. Et donc, il vaut mieux positionner la muraille verte aux endroits où il y a vraiment la problématique de désertification. Le plus important, c'est que l'implantation de la muraille verte, elle est bénéfique d'un point de vue environnemental, social et économique. La désertification est le principal défi de la Grande Muraille Verte. Elle est une des principales causes de pauvreté en Afrique subsaharienne. Selon le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Jim Adoum, la dégradation des terres en Afrique entrave sa croissance économique. Ce serait environ 3% de la croissance agricole qui est perdue annuellement en Afrique du fait de la dégradation des terres, soit environ 9 milliards de dollars. Nous butons toujours sur les questions de financement. Donc il n'y a pas que la muraille verte. Donc aujourd'hui, si on nous dit que la Banque mondiale va mettre à disposition 6 milliards de dollars pour qu'on s'occupe de la muraille verte, mais ce n'est que normal. Maintenant, ce qui reste souvent problématique, c'est la mise à disposition des fonds par rapport à un délai qui soit raisonnable. Et puis, la deuxième chose, c'est se poser souvent la question de savoir est-ce qu'une telle somme est suffisante. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte se tient quelques mois après la conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est tenue à Paris, en France, en décembre 2015. Selon Abdoulaye Baldé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la prise de conscience des problèmes environnementaux et de développement durable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.